Nous allons commencer maintenant les interventions des hôtes. Je demande à Monsieur le député européen François Alfonsi du Partito della Nazione Corsa de venir et de nous dire quelque chose à propos de tout ce qu'il voudra. Nous le faisons parler en premier parce qu'il doit rentrer en Corse et moi qui connais un peu la Corse, je suis content qu'il puisse rentrer et avoir un des plus beaux et plus jolis endroits du monde. Merci François. Buongiorno a tutti. Prima, innanzitutto, voglio dare un saluto fraterno dell'autonomisti Gursi, posto che certi qui conoscono bene Gursica, l'ha detto il nostro amico, e si sa che tra i Gursi e il Valdostano c'è un'amicizia, un'adozione, da poi annate, e sono bello contento io di seguire oggi per dirvi la nostra simpatia e il nostro sostegno per ciò che voi fate oggi, che mi pare assai importante per la bene del Val d'Aosta. Alors, bon, d'abord je suis là en tant que député européen. Donc, je suis député européen de l'ALE, l'Alliance Libre Européenne. Nous sommes 7 députés européens, 2 Écossais, une Galloise, une Flamande, chère à notre président Éric Defourt, et une russophone de Lettonie, un Catalan. Et voilà, cette formation de 7 députés est inclue dans un grand groupe qui est le groupe Vert Alliance Libre Européenne. L'ALE au Parlement européen, c'est une vieille histoire. C'est depuis le début du Parlement européen. Maurice Kopiters, qui était à l'époque le premier député de l'ALE et seul député en 1979 au sein du premier Parlement européen, a le premier porté ce message au niveau de l'Europe, c'est que ce message fondamental, l'histoire de l'Europe n'est pas l'histoire des États. L'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des peuples. Et l'Europe appartient à tous les peuples qui ont fait l'histoire de l'Europe. Et il y a des petits peuples, comme le peuple corse, le peuple valdotin. Il y a des peuples plus importants. Mes amis écossais sont 5 ou 6 millions d'habitants. Mais chacun a sa place dans l'histoire de l'Europe. Chacun a droit à sa place dans l'avenir de l'Europe. Voilà le principe fondateur que nous voulons porter. Et ce n'est pas parce que dans une période finalement pas si longue, de quelques siècles, des États-nations se sont créés, surtout au XIXe siècle, et ont imposé leurs prérogatives et leur prédominance, et je dirais leur prétention à être les seuls représentants de l'histoire de l'Europe, qu'aujourd'hui, la construction européenne ne nous donne pas une ouverture et nous permet, je pense, de revenir à cette chose fondamentale. Chaque peuple de l'Europe mérite un avenir parce qu'il a fait l'histoire de l'Europe. Et c'est ça le point fondamental. Et la reconnaissance de nos nations par le fait européen, c'est le message que porte l'Alliance Libre Européenne. Toutes les nations d'Europe doivent avoir leur place dans l'Europe de demain, et pas simplement celle des États membres. Donc, le premier objectif que nous poursuivons, bien sûr, c'est la valorisation de la diversité de l'Europe comme étant un élément fondateur de sa richesse. Vous savez que depuis le traité de Lisbonne, c'est même un élément qui est dans le traité, dans le marbre. L'Europe a pour mission de valoriser, d'encourager, de faire en sorte que soit reconnue la diversité culturelle et la diversité des peuples d'Europe. Pour ça, pour l'avenir, nous savons que ce qui est écrit dans les textes, pour que ça devienne une réalité sur le terrain, mais il faut mener des combats politiques. Pas de choix. C'est par les combats politiques que l'on réussit à faire dans le réel les intentions qui sont affichées dans les textes et dans les grandes déclarations. Alors, dans le réel, comment est-ce que, au niveau de l'Europe, le combat des Valdotins, le combat des Corses, le combat des Flamands peut trouver son expression? Eh bien, à travers une démarche simple qui est le dépassement des États. Là où la construction européenne rencontre les intérêts de nos nations, c'est dans le dépassement des États. Les États qui étaient les maîtres de l'Europe, les maîtres du monde même au XIXe siècle, parce qu'ils représentaient une dimension économique, une dimension de population, démographique, qui leur permettait de dire « nous maîtrisons l'avenir pour nos concitoyens ». Mais aujourd'hui, les États d'Europe ne maîtrisent plus rien. Et la crise économique récente est venue en apporter une preuve évidente. Aucun État européen n'est en mesure de dire « avec mes propres forces, j'étais capable de faire face ». Pas même les Allemands d'ailleurs.
et encore moins les Français et encore moins les Italiens. Nous sommes là face à une certitude et je pense que ce dépassement des États par la logique économique européenne et également par une autre logique qu'il faut prendre en considération, qui est que les grands problèmes écologiques, quand le nuage de Tchernobyl survole l'Europe, bon, ben, ce n'est pas vrai qu'il s'arrête aux frontières. On sait très bien que c'est des politiques de dimension européenne qui peuvent faire face aux nouveaux problèmes qui sont les problèmes modernes de la société. Et il y a donc au niveau du dépassement des États des forces qui convergent. Et c'est, je pense, l'explication profonde qui fait que depuis presque le début, en tous les cas depuis la deuxième mandature, les nationalistes ou régionalistes, comme on les appelle volontiers au niveau des députés européens que nous sommes, et les écologistes, nous sommes ensemble dans les mêmes groupes. Nous sommes ensemble dans les mêmes groupes parce que pour des raisons qui viennent de différents points de vue, le point de vue des petites nations qui veulent être reconnues dans l'Europe et le point de vue des grands problèmes auxquels les États-nations n'apportent une solution et au contraire deviennent des obstacles, nous partageons cette même idée du dépassement des États. Et ensuite, nous partageons aussi un peu cette philosophie que la diversité, alors la biodiversité pour les écologistes, la diversité des cultures pour ce qui nous concerne, mais que la diversité enrichit l'humanité, loin de l'appauvrir, et que le rationalisme des grandes organisations unitaires n'est pas du tout fait pour une humanité libre et une humanité prospère. Elle est faite pour des systèmes qui sont des systèmes bureaucratiques. Ce n'est pas fait pour des systèmes humains. Donc, à partir de ces convictions, de cette construction européenne, nous faisons vivre là-bas donc le message de cette Europe des petits peuples, des petites nations. Ce n'est pas facile, car si l'Europe se construit, il faut savoir que les États membres y ont encore un poids considérable et qu'un Sarkozy, aujourd'hui, pèse beaucoup plus lourd qu'un Barroso. Bon, voilà, c'est comme ça. Et il faut voir la réalité comme elle est. Mais cette réalité, il faut la voir comme elle est, mais il ne faut pas s'en satisfaire. Il faut voir comment on peut la transformer. Et il n'y a pas 36 chemins. Le seul chemin, c'est qu'il faut renforcer notre poids politique. Il faut renforcer notre poids politique chez nous, ici au Val d'Aoste, en Corse et ailleurs, bien sûr. Mais il faut voir comment on peut mettre en synergie et en complémentarité toutes les forces politiques que nous sommes. Et en France, pour cela, nous avons travaillé très étroitement avec nos amis bretons, savoyards, catalans, basques, occitans, et j'en oublie toujours un au moins, breton cette fois, je crois que c'est les bretons que j'ai oublié. Hein. Donc, on a essayé de voir tous ensemble comment on pouvait non plus être des nationalistes corses en Corse, des autonomistes bretons en Bretagne, essayant de faire pour le mieux sur leur territoire, mais une force d'ensemble capable de peser là où il est indispensable de peser, parce que c'est la réalité du terrain, à savoir l'État français, pour trouver des espaces, des lois, pour trouver des forces politiques, pour trouver des réformes qui nous permettront de donner un cadre institutionnel nouveau au peuple corse, un cadre institutionnel nouveau au peuple breton, etc., pour qu'ils puissent avoir les moyens, comme vous les avez un petit peu au Val d'Aoste malgré tout, et en tous les cas plus que nous, de préserver leur identité et les moyens de construire leur avenir politique. Alors, cette fédération, elle a eu quelques succès, je pense, car elle a rempli un certain nombre de conditions. Bon, la première condition, c'est qu'elle a construit un discours et une démarche, une offre politique. Et cette offre politique, elle est évidemment dans la valorisation de notre message, de notre discours, mais elle est également dans la définition d'un chemin. Il y a deux lignes jaunes que nous ne voulons pas franchir et que nous refusons. La première, c'est la violence politique. Je parle pour la Corse. La violence politique, vous le savez, en Corse, a une expression depuis de nombreuses années, et des attentats et des situations qui ont été parfois assez dramatiques. Bon, c'est sortir du jeu européen, c'est sortir du jeu démocratique. Sortir du jeu démocratique, c'est sortir de l'acceptation de l'Europe, car l'Europe aujourd'hui ne peut pas tolérer que des forces politiques aillent en dehors du jeu démocratique. Et de l'autre côté, il y a le problème du racisme, de la xénophobie. Là, il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a un danger objectif. Un réflexe nationaliste chez quelqu'un peut s'accompagner d'une dérive et d'un dérapage sur ces terrains-là. Et là, il faut être vigilant parce que sortir et franchir cette ligne jaune, c'est sortir des valeurs démocratiques. C'est ne plus être... Et dans l'Europe, il faut respecter les valeurs démocratiques et donc il faut être sur un message de communauté de destin,
sur un message d'ouverture, sur un message d'intégration et non pas sur un message d'exclusion. Nous, nos nations sont des nations inclusives, ce sont des nations qui accueillent, ce ne sont pas des nations qui rejettent, mais en même temps, ce sont des nations qui revendiquent et qui demandent leurs droits. Voilà un peu le message politique tel que RPS l'a positionné. Ensuite, avec l'inspiration de l'Europe, nous avons établi des contacts avec les Verts et des alliances, et je crois qu'avec cette alliance, tout en étant des petites forces, car même si en Corse on a des grands scores électoraux, nous ne sommes que 300 000, c'est un peu comme ici au Val d'Aoste, donc de toute façon, sur 65 millions de Français, ça ne leur fait pas grand-chose, même si on faisait 100% des voix, bon, et on ne les fait pas malheureusement, D'autres sont parfois beaucoup plus nombreux, comme les Bretons, mais leurs scores sont plus faibles, mais toutes ces faiblesses ajoutées, on finit par faire une force, et on finit par nous permettre d'avoir, dans la construction politique française, un partenaire, les écologistes, et avec ce partenaire, d'obtenir un député européen, d'obtenir des conseillers régionaux, et en Savoie, par exemple, qui est votre région sœur de l'autre côté du Mont-Blanc, on a un conseiller régional autonomiste pour la première fois, qui est là présent, il vous parlera tout à l'heure. Et nous pensons que s'organiser de cette façon-là, c'est se mettre une offre politique sur le terrain et laisser venir les opportunités politiques. La politique est ainsi faite. Peut-être qu'en Italie, plus que d'autres, vous savez que le système politique actuel va évoluer. Il risque, alors, c'est toujours trop long. On attend, c'est insupportable, il ne sortira jamais. Mais enfin, on dirons là, bon, faut pas déconner. Ça ne va pas durer autant que les impôts. Bien. Et à ce moment-là, il y a des recompositions politiques. Et il faut être en place pour les recompositions politiques. C'est pour ça, pour être en place, il faut déjà se rassembler soi-même sur le terrain. En Corse, nous sommes regroupés. Nous avons fait le meilleur score de notre histoire politique aux dernières élections. Donc il faut se regrouper, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Je crois que c'est une excellente chose. Et après, il faut se fédérer avec, je vois nos amis sardes, je vois d'autres minorités présentes. Je sais on peut fédérer des forces en Italie qui aussi plaident et militent pour la diversité culturelle, pour la diversité des peuples et des nations. Et à partir de là, et de ces forces politiques regroupées, les opportunités politiques, en Italie, elles sont certainement différentes que celles que nous avons rencontrées en France. Mais ça m'étonnerait qu'en Italie non plus, il n'y ait pas un jour une opportunité politique qui s'ouvre pour que vous puissiez faire tous ensemble des avancées et des avancées importantes. Voilà un peu le message. Alors, moi, je vais terminer en disant que je n'ai pour l'instant, à court terme, qu'un seul espoir tangible, c'est d'accueillir notre ami Roberto Louvain au Parlement européen. Ça serait pour nous déjà un beau renfort et je suis persuadé que pour vous tous ici, ça serait aussi un bon outil, un bon argument, un bon élan pour aller de l'avant et pour remplir un certain nombre de missions et d'objectifs politiques, car petit à petit, en s'inscrivant dans cette évolution de l'Europe vers le dépassement des États, je pense que nos peuples et nos nations trouveront enfin toute leur place.